Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème très intéressant, très fréquent et très urgent en consultation. Il s'agit de l'hémorragie digestive haute. Je vous ai mis cette illustration pour vous montrer à quel point c'est inquiétant et c'est stressant pour le patient de voir du sang. Il va poser pas mal de questions qu'on va y répondre au cours de cette présentation. Pour vous simplifier le cours, j'ai divisé le TD en 3 parties. Le premier chapitre repose sur la reconnaissance d'une hémorragie digestive haute, en posant le diagnostic positif tout en basant sur des données cliniques, biologiques et endoscopiques. Écarter tout diagnostic qui peut se confondre avec l'hémorragie digestive haute et bien sûr rechercher l'étiologie ou bien la cause de cette hémorragie. En second plan, on doit apprécier et évaluer la gravité de cette hémorragie digestive, cliniquement, biologiquement et endoscopiquement. Et enfin, la prise en charge via des mesures générales afin de stabiliser le patient et des mesures spécifiques en fonction de l'étiologie en cause. Il faut savoir que l'hémorragie digestive est un motif de consultation très fréquent au pavillon des urgences. Elle constitue une urgence médico-chirurgicale qui est à la fois diagnostique et thérapeutique. Donc la prise en charge doit être la plus précoce possible afin d'éviter d'éventuelles complications. Ces complications qui peuvent engager le pronostic fonctionnel et vital du patient. D'abord, on doit reconnaître c'est quoi une hémorragie digestive haute, tout en posant le diagnostic positif. Quand on entend le mot eau, on a l'intention que c'est une hémorragie qui est extériorisée exclusivement par la bouche, mais ce n'est pas le cas. Ce caractère haut de l'hémorragie est défini par une lésion anatomiquement située en amont de l'angle de Treitz, c'est-à-dire avant la jonction duodéno-jejunale, entre le duodénum et le jéjunum. On est confronté à deux situations possibles. Si soit l'hémorragie digestive est extériorisée, dans ce cas-là, le diagnostic est simple, on a soit une hématémèse, méléna ou rectorragie. L'hématémèse est l'émission par la bouche du sang rouge, méléna qui est une émission du sang noirâtre par l'anus, c'est du sang noirâtre digéré. La présence du méléna évoque le plus souvent une hémorragie d'origine haute et des rectorragies qui sont l'émission du sang vif, rouge vif par l'anus et qui évoquent le plus souvent une origine basse de l'hémorragie, mais pas que. Parfois, cette rectorragie est d'origine haute si elle est de très grande abondance et mal tolérée. La deuxième situation, c'est l'hémorragie digestive non extériorisée. À ce niveau-là, c'est un peu difficile. On a deux tableaux possibles. Soit le patient vient en état de choc, suite à une anémie aiguë, ou bien il vient en anémie fériprive, qui est chronique, car l'hémorragie à ce niveau-là est occulte. Le diagnostic différentiel. On avait déjà dit qu'il faut écarter tout diagnostic qui peut se confondre avec l'hémorragie digestive haute. D'abord, il faut éliminer tout ce qui n'est pas hémorragique. Une coloration anormale d'origine alimentaire, par exemple la prise de betterave ou du charbon, ou médicamenteuse, comme la prise de médicaments de fer. Éliminer toute hémorragie digestive basse comme méléna, ou hémorragie d'origine non digestive, par exemple une hémoptysie qui est l'émission du sang rouge aéré au cours d'efforts de toux, épistaxis postérieure déglutie, ou bien une hémocyalémèse qui est une hémorragie d'origine bucco-pharyngée. Le diagnostic étiologique. Afin de poser le diagnostic étiologique et rechercher la cause de cette hémorragie, on doit d'abord commencer par l'anamnèse, en recherchant les antécédents de maladies ulcéro-gastro-duodénales, une hépatopathie comme la cirrhose, des vomissements répétés comme le syndrome de Mallory-Weiss qu'on voit le détailler par la suite, ou bien une prise médicamenteuse type d'INS, d'aspirine aux anticoagulants. Un examen clinique complet, minutieux et rigoureux afin de rechercher des signes d'insuffisance hépatocellulaire.
Une hypertension portale, acide, hépatomégalie, une masse palpable et un examen cutanéo-muqueux à la recherche d'un syndrome hémorragique diffus. Et le reste de l'examen somatique, cardiovasculaire, neurologique, ainsi de suite. L'examen paraclinique, le gold standard et l'examen clé devant toute hémorragie digestive haute, c'est l'endoscopie digestive haute. Elle doit être réalisée dans les 12 heures, en dehors de toute contre-indication, notamment un patient instable sur le plan hémodynamique, sur le plan respiratoire ou neurologique, une perforation digestive et une cardiopathie adjacente décompensée. L'endoscopie digestive haute a un triple intérêt. Un intérêt à la fois diagnostique en précisant le siège et l'origine de l'hémorragie, un intérêt pronostique en évaluant le risque de récidive et un intérêt thérapeutique car elle nous permet de réaliser un geste hémostatique afin d'arrêter le saignement. L'étiologie la plus fréquente d'hémorragie digestive haute, c'est bien l'ulcère gastro-duodénal. C'est une maladie qui se caractérise par des douleurs épigastriques, post-prandiaux tardifs et calmées par la prise alimentaire. C'est ce qu'on appelle la faim douloureuse. Cette douleur est aggravée par la prise d'ANS et d'aspirine. On a deux types d'ulcères, le gastrique et le duodénal. Et le duodénal est le plus fréquent. Il est dû à une atteinte de l'artère gastro-duodénale qui est située dans la face postérieure du bulbe duodénal. Contrairement à l'ulcère gastrique qui est dû à une atteinte de l'artère gastrique gauche. À l'endoscopie digestive haute, une fois réalisée, ça va nous permettre d'effectuer ce qu'on appelle la classification de Forrest. Cette classification est basée sur l'aspect de l'hémorragie. On a 3 stades. Le premier stade, c'est le stade du saignement actif, le 1A et le 1B. Le 1A, c'est un saignement en jet et le 1B, c'est un saignement en nappe. Le deuxième stade 2, le stade 2A, il s'agit d'un moignon vasculaire, c'est-à-dire un vaisseau visible. Le 2B, il s'agit d'un caillot adhérent à la paroi ou à la muqueuse. Et le 2C, c'est d'une couche d'hématine, c'est des points punctiformes. Et enfin, le stade 3, il s'agit d'une couche de fibrine avec un fond propre. Quand l'hémorragie est active, il diminue dans le saignement récent et il est aux alentours de 5% quand il n'y a pas de signe de saignement récent. La deuxième cause la plus fréquente après l'ulcère gastro-duodénal de l'hémorragie digestive haute, c'est bien l'hypertension portale. L'hypertension portale a une définition barométrique. Il s'agit d'une différence de pression entre la veine cave inférieure et la veine porte supérieure à 5 mmHg. L'une des complications de l'hypertension portale, c'est la rupture des varices œsophagiennes, plus ou moins les varices gastriques. Et ça constitue une complication chez 80% des cirrhotiques. Cette hypertension portale est évoquée devant toute hémorragie active à partir d'une varice, un escarre blanc sur une varice, un caillot adhérent à une varice, ou bien la présence de varices sans autre source potentiellement évoquante du saignement. On distingue 3 stades de varices œsophagiennes à l'endoscopie. Le stade 1, ce sont des varices qui s'affaissent à l'insufflation. Le stade 2, ce sont des varices qui ne s'affaissent pas à l'insufflation, mais n'obstruant la lumière œsophagienne. Le grade 3, ce sont des varices immenses qui obstruent complètement la lumière œsophagienne. Il faut noter que ces varices œsophagiennes sont de plus en plus graves si elles sont volumineuses, si elles sont associées à un stade avancé de cirrhose, ou bien lorsque le gradient de pression entre la veine cave inférieure et la veine porte dépasse les 12 mmHg. Autre diagnostic à évoquer, au niveau œsophagien, on a des tumeurs œsophagiennes suite au tabac à l'âge, c'est en fonction du contexte clinique, une œsophagite ou bien un syndrome de Mallory-Weiss, qui est une déchirure de la muqueuse. C'est une ulcération longitudinale qui survient lors des vomissements à répétition. Au niveau du niveau gastrique, au niveau de l'estomac, ça peut être suite à un ulcère comme on vient de dire, ou bien une gastrite, des varices gastriques, une tumeur gastrique, ou bien une fistule artério-digestive. Au niveau pancréatique, une urticogorragie par Foukiste,
une wirsingorragie par un focus d'hémorragie communiquant avec le canal de Wirsung ou un anévrisme de l'artère splénique rompu dans ce canal. Une hémobélie post-traumatique après une biopsie hépatique, abcès, anévrisme de l'artère hépatique ou cystique. En second plan, on doit évaluer la gravité de l'hémorragie. C'est en fonction du terrain du patient. Une personne âgée, plus de 65 ans, quand elle a une hémorragie, c'est plus grave qu'une personne jeune. Ou bien une complication des maladies associées, type d'insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, une insuffisance hépatique ou une insuffisance rénale chronique. Sur le plan clinique, on doit toujours rechercher les signes d'état de choc. Sur le plan hémodynamique, une tachycardie, une hypotension, une PAS inférieure à 80 mmHg, un temps de recoloration cutanée qui dépasse les 3 secondes, un pouls filant, froideur des extrémités, des marbrures ou une pâleur cutanéo-muqueuse. Sur le plan neurologique, une confusion, l'anxiété ou l'hypothymie. La quantité du sang extériorisé est aussi très importante si elle dépasse 50% de la masse sanguine. Sur le plan biologique, une anémie avec hémoglobine moins de 7 g par litre, une thrombopénie, une hématocrite moins de 28% à l'admission du patient, un bilan d'hémostase perturbé TP moins de 70, TCK allongé ou un rythme transfusionnel plus de 1,5 litre par jour. Il faut savoir qu'un patient qui nécessite plus de 1,5 litre par jour du sang évoque une hémorragie digestive grave. Les critères de Kamok, qui sont formés par 4 paramètres, perte sanguine plus de 1 litre par jour ou plus de 30% de la masse sanguine, hématocrite moins de 28% à l'arrivée du patient, hypotension artérielle et état de choc persistant, et une transfusion qui dépasse les 1,5 litre par jour. Les critères endoscopiques, alors en fonction de la classification de Forest, le stade 1A, lorsque le saignement est tangé, oriente vers un saignement abondant et donc grave. Le stade 1B, lorsque le saignement est en nappe, le 2A, lorsque le vaisseau est visible, un caillot adhérent aux détaches punctiformes oriente vers une hémorragie de moyenne abondance. Le stade 3, un fond propre, généralement est en rapport avec un saignement minime. La prise en charge. Pour la prise en charge, les objectifs de notre prise en charge reposent sur le but de rétablir un état hémodynamique stable du patient, arrêter l'hémorragie active, prévenir la récidive hémorragique précoce et traiter l'étiologie. Les moyens utilisés sont d'ordre médical, endoscopique ou bien chirurgical. Les mesures générales. Bien sûr, il faut stabiliser le patient, le mettre en condition via 2 voies d'abord périphériques de gros calibre, une bonne oxygénation avec surveillance de la saturation en oxygène et la fréquence respiratoire, c'est primordial, ainsi qu'un prélèvement sanguin fait en urgence, un bilan complet, type d'NFS, urécréate pour le bilan rénal, ionogramme sanguin et bilan d'hémostase TP-TCK. Il y a un risque de sous-estimer initialement les lésions ou bien les surestimer après quelques heures. On doit faire une commande et une mise en réserve d'un culoglobulaire compatible ESO-groupe ESO-Rhésus, indiquer si l'hémoglobine est inférieure à 7 g par 100 ml chez le sujet sain, sans facteur de comorbidité, ou bien une hémoglobine basse moins de 10 g par 100 cc lorsqu'il existe une pathologie associée. Il faut toujours compenser l'hémorragie par un remplissage via des macromolécules et culoglobulaires s'il y a un retentissement hémodynamique important, ainsi que la surveillance des principaux paramètres vitaux du patient, bien sûr, le pouls, la pression artérielle, la saturation en oxygène et la diurèse, après avoir mis une sonde urinaire chez le patient. Cette surveillance, au début, elle est faite chaque 15 à 30 minutes, puis modifiée en fonction de l'évolution du patient. Les mesures spécifiques en fonction de l'étiologie. S'il s'agit d'un ulcère gastro-duodénal, on commence d'abord par un traitement médical à base d'inhibiteurs de pompe à protons, type d'oméprazole, Priparos ou en intraveineux. Ça permet d'éviter le second look endoscopique. Ça prévient aussi la récidive et recours à la chirurgie. Un traitement endoscopique peut être administré, est indiqué, soit type d'injection d'adrénaline, d'éthanol, du sérum salé,
thermique, électrocoagulation, laser, sonde chauffante de Blackmore, ou les nouvelles méthodes comme type de clip, ligature élastique et plasma argon. Les indications du traitement endoscopique, c'est le cas du saignement actif et un vaisseau visible au caillot adhérent. C'est le stade 2A et 2B de la classification de Forest. Autre alternative, en cas d'échec, une embolisation radiologique artériographie interventionnelle, il s'agit d'une embolisation de l'artère gastro-duodénale par injection d'un caillot autologue dans l'ulcère du bulbe chez les sujets à risque opératoire très élevé ou échec du traitement endoscopique précédemment cité. Un traitement chirurgical en cas d'hémorragie non contrôlable par un traitement endoscopique ou récidivante rapidement sur un mode majeur sous traitement médical. Il s'agit d'une vagotomie tronculaire avec suture d'un ulcère ou une gastrectomie partielle. Dans le cas d'hypertension portale, un traitement hémostatique médicamenteux et endoscopique peut être envisagé. Médicamenteux à base de traitements vasoactifs en IV type de terliprécine ou somatostatine, une antibioprophylaxie systématique après bilan infectieux, ça permet de prévenir la surinfection de l'acide qui est le plus souvent associée et présente dans le cas d'hypertension portale. Des laxatifs osmotiques à forte dose, car ça permet de prévenir l'encéphalopathie hépatique en éliminant l'excès du sang par le tube digestif. Un traitement endoscopique associé au traitement médical est aussi envisagé, type de ligature ou injection de colle. Un traitement chirurgical, si l'hémorragie n'est pas contrôlable, échec au traitement hémostatique, il est basé sur l'anastomose portocave hépatique ou bien un traitement radiologique constitué d'un shunt intrahépatique sous contrôle radiologique. Traiter les autres étiologies type de syndrome de Mallory-Weiss. Alors on avait dit déjà qu'il s'agit d'une déchirure longitudinale au niveau œsophagien, mais le plus souvent c'est une anomalie qui ne nécessite pas un traitement. Le but principal c'est de rechercher et traiter la cause des vomissements répétés. En cas d'immobilisme, un traitement chirurgical par résection hépatique, ligature sélective de l'artère hépatique ou embolisation. S'il s'agit d'une tumeur œsophagienne ou gastrique, la chirurgie va dépendre du type et du siège de la tumeur. La prévention est très importante et primordiale. Ça permet de prévenir un autre épisode d'hémorragie. Un traitement médical prophylactique réduit efficacement les saignements associés aux ulcères de stress, aux ulcères peptiques récurrents et l'ulcère associé aux ANS. La thérapie antisécrétoire réduit significativement les hémorragies par ulcère et le traitement de l'éradication de l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie incriminée dans la survenue de l'ulcère gastrique. Ça permet de réduire les rechutes. Une remarque, il faut toujours penser à réaliser une endoscopie digestive haute devant des rectorragies mal tolérées. On avait déjà dit, car les rectorragies mal tolérées peuvent avoir une origine haute. Faire une TDM sans injection, puis avec injection de produit de contraste, dans le cas d'une hémorragie digestive grave, un patient instable sur le plan hémodynamique, on ne peut pas lui réaliser une endoscopie digestive haute, donc la TDM va trouver sa place. Si il y a une présomption d'hémorragie digestive haute, mais endoscopie non disponible immédiatement ou qui revient normale si l'hémorragie est basse, ou suspicion d'une fistule aorto-duodénale. Enfin, il faut connaître et savoir l'hémorragie digestive haute qui reste une urgence médico-chirurgicale fréquente et qui peut engager le pronostic vital du patient. La gravité est le plus souvent liée au terrain plus que l'importance de l'hémorragie et la mise en œuvre des mesures de réanimation afin d'obtenir une stabilité hémodynamique est une nécessité avant d'envisager toute stratégie diagnostique. Le premier geste à réaliser, c'est l'endoscopie hémostase endoscopique et un traitement chirurgical sera discuté en fonction de la situation. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se voit dans une autre vidéo.